Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Assure. Bonjour mon cher Rust. Bonjour. Double dose de la Suration aujourd'hui, puisque oui, la retraite de Rabim Nurmagomedov et Dana White dans la foulée qui annonce le titre vacant qui va se jouer entre Michael Chandler et Charles The Bronx Oliveira. Donc on va voir pourquoi les deux s'affrontent, pourquoi est-ce intéressant et quelles sont les implications pour la suite de la catégorie. Mais mon cher Rust, avant de passer à tout ça, qu'est-ce qu'on va lancer ? Le jingle. Soit. Ce qui est très intéressant, et là, Rust, vous savez, on le dit à chaque fois, l'UFC est un sport, mais c'est aussi un business. Exactement. Et donc là, pour le coup, Charles de Bronx Oliveira a réussi un véritable coup de maître. Parce que souvenez-vous, il y a quelques mois, l'UFC avait proposé à Charles Oliveira un combat contre Michael Chandler à l'UFC 258. Mais Charles Oliveira avait refusé. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, moi, mon prochain combat, je le fais seulement pour la ceinture. Et donc Charles Oliveira, qui est brésilien, qui ne parle pas anglais, 8 victoires consécutives, mais qui n'est pas du tout le mec le plus bankable de la catégorie, là, il va faire ce combat-là, mais pour la ceinture, en main event de l'UFC 262, le 15 mai prochain. Et là, je vous parle parfait. Masterclass du manager de Charles de Bronx Oliveira. Ouais, vraiment masterclass parce que c'est vrai que même si c'est fou parce qu'il a donc il a 8 victoires consécutives, c'est ça ? Yes, sir. Et il a le plus grand nombre, si je ne m'abuse, aussi de finish à l'UFC. Yes. Parce que soumission, c'est sûr. Soumission, c'est sûr. Finish, je pense que ça se partage avec peut-être notre cher Donald Cowboy Cerrone. Mon cher Rust, je vous propose de poursuivre votre explicatif. Oui, pendant que tu vas regarder, oui, parce que ok, et tu vas me dire si j'ai bien retenu ou pas, parce qu'il me semble qu'il est à 16 finish et que Cowboy Cerrone n'est qu'à 14. Mais effectivement, c'est vrai que c'est une masterclass de la part du manager, parce que en fait, comme on le dit souvent, c'est un sport, c'est un business, et le fait que Charles Oliveira, de toute façon, si vous êtes fan de MMA, forcément, vous pouvez qu'aimer Charles Oliveira parce que c'est un gars qui va au finish tout le temps, qui est extrêmement divertissant dans sa manière de combattre. En plus de ça, il a accroché maintenant des énormes noms à son palmarès parce que, on le rappelle, il a quand même battu Tony Ferguson dans son dernier combat et avec la manière, hein, vraiment avec la manière. Il y a des moments où il était à deux doigts de le soumettre. Enfin, est-ce que c'est possible de soumettre Tony Ferguson ? On ne sait pas parce qu'on ne sait pas trop dans quel matériau il est fait. Mais en tout cas, c'est un favori des fans en fait. Mais malgré tout ça, malgré ses records, malgré qui il a battu et la manière dont il combat, ça reste effectivement, de par le fait qu'il ne parle pas anglais, de par le fait que sa personnalité ne le rend pas médiatiquement important, en fait, l'UFC regarde ça aussi. C'est pour ça que Max Holloway, il a mis énormément de temps à avoir son title shot. Tony Ferguson, pareil. C'est qu'ils n'avaient pas cette résonance médiatique qui fait que pour l'UFC, c'est des énormes scores assurés au niveau des audiences. Donc, je ne sais pas quelles ont été les discussions avec le manager de Charles Oliveira, parce qu'on est d'accord, sportivement, il est indéniable. Et on aurait été les premiers à dire il n'y a aucun doute sur le fait qu'il faut que ce soit lui qui ait le title shot. On est absolument d'accord. Mais du point de vue de l'UFC, probablement qu'il cherchait toutes les manières possibles de mettre soit Conor, soit Dustin, même si on est d'accord, hein. Conor ne le mérite absolument pas. Dustin le mériterait, mais du coup, Dustin, il est plutôt en mode moi, je veux milquer, donc je veux Conor. Mais en tout cas, on se retrouve tout coup avec Charles Oliveira, alors que du passif qu'on connaît des manœuvres de l'UFC, c'est probablement pas ce qu'il voulait, quoi. Et donc, mon cher Ross, oui, Charles Oliveira, 16 finitions, le record égalé de Donald Cerrone qui est aussi à 16. Mais par contre, ce qui est le plus impressionnant pour Charles Oliveira, mon cher Ross, c'est qu'il a le plus haut pourcentage de finition à l'UFC en cas de victoire, 93,75%, 14 soumissions. 14 victoires par soumission, le plus grand chiffre dans toute l'histoire de l'UFC. Et mon cher Ross, j'ai envie de finir aussi par... on poursuit. Alors, pour la question, donc tout simplement, on va regarder les rankings pour se poser la question de pourquoi est-ce que ces deux hommes s'affrontent pour le titre. Alors, ce qui est simple, c'est, vous regardez les classements, et Dustin Poirier numéro 1, mais qui veut affronter Conor McGregor. Avec la défaite de Conor McGregor, c'est très compliqué de faire ça pour le titre. Donc, il y aura la revanche qui est ciblée pour le 10 juillet prochain, donc Conor numéro 6. Selon toute
toute vraisemblance, et c'est là que c'est magnifique pour Conor McGregor, les deux s'affrontent pour le prochain title shot. Donc Conor McGregor, avec une défaite sur son dernier combat, un bilan de donc 1-2 dans la catégorie lightweight, et t'as un combat du title shot. Parfait. Voilà, en fait, ce qui est bien, c'est qu'au moins ça amène de l'eau à notre moulin par rapport à ce qu'on vient de dire il y a quelques secondes. En fait, c'est peu importe victoire ou défaite, si vous êtes quelqu'un qui ramène du public et de l'argent, vous aurez votre title shot plus vite que tout le monde. On peut aussi penser à comment s'appelle-t-il, Nick Diaz par exemple, qui était un favori des fans, qui a eu son title shot après sa défaite contre Carlos Condit pourtant. Exactement, face à Georges Saint-Pierre. Numéro 2, Justin Gaethje. Donc Justin Gaethje, il y avait des discussions, on n'avait pas fait de podcast là-dessus parce que justement, ça risquait de bouger très vite. Des discussions pour un combat contre Michael Chandler, mais c'était avant que Khabib ne prenne sa retraite. Et comme il reste sur une défaite, Justin Gaethje est plus ou moins officiellement écarté de la course au titre pour le moment. Donc du coup, numéro 2, Justin Gaethje, pouf, on l'enlève. Numéro 3, Charles Oliveira. On en a parlé, 8 victoires consécutives, un paquet de records, dernière victoire face à Tony Ferguson. Ding! Et en plus, comme c'est pas une star, pas compliqué non plus de négocier avec lui, on va dire financièrement. Donc vous avez déjà votre premier acte pour le title shot. Et là, vous regardez numéro 4, oh, Michael Chandler. Michael Chandler, qui, ancien champion du Bellator, a brillamment réussi son entrée à l'UFC en s'imposant par TKO au premier round contre Dan Hooker. Donc voilà, vous avez le numéro 3 contre le numéro 4 qui s'affrontent. Oui, j'en conviens et j'en suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. C'est dommage qu'on n'ait pas une revanche de Dustin Poirier contre Justin Gaethje pour la ceinture, mais pour le moment, ça n'avait pas de sens aux yeux de l'UFC. Et puis même, on va dire, avec les explications qu'on a fournies, il y avait pour le moment, en tout cas, pas suffisamment de quoi justifier cette revanche dans l'immédiat. Ouais, non, absolument. Et puis c'est vrai que oui, c'est probablement Dustin qui mériterait de combattre pour le titre quoi qu'il arrive, mais Dustin et l'UFC sont tout à fait d'accord pour dire que ce qui va faire de la moula, j'ai envie de dire, c'est le combat contre Conor. Donc il n'y a même pas de discussion ou de question, je pense, des deux côtés. C'est en mode ah oui, non, mais c'est une évidence, le titre, c'est pas très grave. Là, on va faire des millions, tu vois. Et demander à Ned Diaz, c'est pour ça que là encore une fois, je prends la défense de Dustin Poirier. Demander à Ned Diaz, entre le titre et Conor McGregor, qu'est-ce qui est le plus important? Tous les jours, c'est Conor McGregor. Voilà. Ah, mais demandez à tout le roster de l'UFC, en fait. Hein. Demandez-nous. Ouais. Demandez-nous. Non, mais c'est clair. En fait, ça n'a. Tous ceux qui combattent en MMA combattent pour leur amour du sport, hein, disons l'écrasante majorité pour leur amour du sport parce qu'ils adorent ce qu'ils font, mais aussi parce que il faut mettre sa famille à l'abri, quoi. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a un combat contre McGregor, t'es sûr que la maison, elle est assurée, la retraite, elle est assurée, les enfants à l'université, c'est assuré, la cour de distribution sur la voiture qui va péter tous les 5 ans, c'est assuré. Tout est assuré, en fait. Donc, oui, le titre, c'est bien, mais assurer la fin de sa vie, c'est bien aussi, quoi. Exactement ça. Fernand Lopez en parlait dans des images captées par Rust quand il disait à Cyril, là maintenant on va chercher la maison, vous affrontez Conor McGregor, vous allez chercher le quartier carrément. Donc évidemment pour Dustin Poirier, ça se comprend ça se comprend parfaitement. Alors maintenant, on va passer un petit peu au côté sportif parce que je pense que vous êtes là aussi pour ça. Qu'est-ce que va donner ce duel entre Charles Oliveira et Michael Chandler? Pour ma part, en tout cas, moi, je suis particulièrement intéressé, même si je mets ce combat un petit peu en faveur légèrement de Charles Oliveira. Je mets ça en faveur de Charles Oliveira. Parce que, ah oui, alors je vais vous expliquer pourquoi, mon cher Rust. Parce que pour moi, Michael Chandler, tu vois, il a une bonne lutte, il a un bras arrière absolument monstrueux. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, tu vois, c'est pas quelqu'un qui va énormément varier, tout simplement. Et je pense que Charles Oliveira, tu vois, qui est quand même assez intelligent, il va réussir à surpasser ça. Et je pense, en tout cas, moi je pense pour ma part, que le combat va pas vraiment se disputer au sol. Parce que je pense que Charles Oliveira sait que ça va être un petit peu galère d'amener Michael Chandler, qui risque de s'exposer, mine de rien, aux bombes de Michael Chandler aussi. Michael Chandler non plus, je pense, va pas avoir envie d'aller au sol. Mais je pense par contre que debout, à mon avis, Charles Oliveira a clairement quelque chose à faire face à Michael Chandler. Et je pense qu'à mon avis, je vais pas dire le Michael Chandler limité qu'on a vu, mais tu vois, qui est très unidimensionnel. Waouh! Dans son approche au cours des dernières années de sa carrière, je pense que là, ça va lui jouer des tours face à Charles Oliveira. Et je n'exclus pas
que notre cher Michael Chandler se fasse soit prendre en contre ou soit se fasse mettre en difficulté après, tu vois, une ou deux grossières tentatives de bras arrière. Bah, c'est vrai que c'est intéressant parce que tu vois, je sais pas à quel point je suis influencé par la dernière performance de Michael Chandler. C'est sûr qu'elle influence, mais parce que pour moi, en fait, c'est clair que sur sa fin de, entre guillemets, sur la manière dont il était avant d'aller à l'UFC, en fait, on pouvait se dire, il va être un petit peu juste pour les plus gros calibres de l'UFC. Mais déjà, sa performance a été exceptionnelle contre Dan Hooker, même si Dan Hooker a aussi un petit peu merdé, on n'a pas trop compris. Mais sa performance, il avait une présence dans la cage, il était ultra rapide et ultra, ultra affûté, et c'était impressionnant. Du coup, on peut même presque se demander si le fait de passer à l'UFC, enfin, comment dire, été un interrupteur chez lui pour passer au niveau supérieur. Et c'est largement possible, hein, parce que pour un combattant de savoir que en gros tu grenouilles dans un endroit où comment dire, les challenges sont pas vraiment les mêmes, tu sais que là où ça se passe vraiment, c'est de l'autre côté de la rivière et toi tu y es pas, donc bon tu t'entraînes, mais un petit peu comme Crocop, tu vois, quand il était venu à l'UFC, Crocop avait dit j'ai tellement perdu en motivation quand je suis passé du Pride à l'UFC à l'époque que du coup je m'entraînais beaucoup moins, j'y allais un peu à moitié. Eh ben, on peut absolument pas exclure le chemin inverse pour un gars comme Michael Chandler, tu vois, où tu sais quel est le niveau d'opposition au Bellator, tu passes à l'UFC et là, en gros, tu te transcendes. On peut imaginer ça, on ne sait pas. Pour l'instant, on n'a vu qu'un seul combat et que quelques minutes de Michael Chandler, mais honnêtement, je l'exclus pas. Et si c'est le cas, je suis vraiment très intéressé parce que pour le coup, si vraiment c'est devenu ce Michael Chandler 3.0, en lutte, il a quand même un énorme pédigré et je suis d'accord, je vois mal Charles Oliveira réussir à vraiment imposer ses mises au sol. Il peut entre guillemets, tirer la garde, pull guard, c'est-à-dire soit vraiment faire une, comme je sais même pas, pull guard, c'est-à-dire se jeter sur l'adversaire et un petit peu et essayer de l'amener au sol directement, ou en tout cas faire peut-être des Imanari rolls pour essayer de faire des Ryan Hall ou des trucs comme ça. C'est-à-dire ce que je veux dire par là, ce sont des mises au sol détournées, mais en lutte pure, je vois très mal Oliveira réussir à surprendre un mec qui est aussi bon en lutte et surtout aussi explosif. Et debout, ça va dépendre un petit peu du Michael Chandler qu'on aura, mais personnellement, même si Oliveira a fait des progrès de ouf et qu'il est vraiment, vraiment très, très chaud debout maintenant, je pense que la rapidité et la puissance de Chandler, l'explosivité, stylistiquement, ça peut vraiment mal tourner, je pense, pour Oliveira. Même si jamais le combat dure, là, par contre, ça peut C'est ça, en s'équilibrer. fait. Moi, j'ai peur que Charles Oliveira, tu vois, te le découpe round après round. Parce que notamment au kicking game, je pense que les jambes de Michael Chandler, son corps aussi, je pense qu'au niveau du body, il va prendre pas mal cher au niveau des kicks. Enfin, alors, ouais. c'est possible, mais d'un autre côté, je sais pas si, tu vois, il est super sharp et il est technique, tu vois, Oliveira. Ouais. Mais je sais pas s'il a la puissance nécessaire, même dans son arsenal, pour se faire respecter suffisamment dans les premières minutes, là où oui, là je suis entièrement d'accord. Est surpuissant, tu vois. Et du coup, mettons qu'ils mettent en place un système de kick, vraiment tout un game plan à base de low kick, de middle, de type, de ce que tu veux. Quoique type, ça pourrait être une bonne idée, mais ou front kick plus d'ailleurs, avec Chandler qui se penche vers l'avant et tout. Mais est-ce qu'il aura suffisamment, tu sais, quand il envoie un kick, est-ce qu'il arrive à ébranler, est-ce qu'il arrive à bouger suffisamment Chandler pour vraiment le dévier de sa trajectoire missile air-sol vers ta tête? Sur le premier round, ça peut être compliqué. Sur le premier round, ça peut être compliqué. Mais moi, je vois plutôt un truc comme... tu te souviens, le fameux combat contre Dan Hooker, quand vous regardez, mine, il se prend pas mal de low kick, notre cher Michael Chandler. Et il y a un petit moment où tu as le... Oh, là, ça commence à sentir un petit peu mauvais, tu vois. Et je pense que, tu vois, il y aura ce premier round où, comme tous les combats de Michael Chandler, si vous survivez au premier round, vous avez déjà fait là une bonne moitié du chemin. Mais à part ce premier round, tu vois, si Charles Oliveira fait ce bon travail, justement, tu vois, au niveau des kicks,
en sapant le corps aussi, je pense qu'il va pouvoir récolter les dividendes ensuite parce que tout simplement, Chandler aura plus du tout la même explosivité au niveau de son bras arrière. Même s'il veut se reposer sur ses takedowns, ce sera aussi beaucoup plus compliqué. Et là, je pense que tu vois, il pourra vraiment prendre le dessus. Mais par contre, je te rejoins complètement. Le premier round, là, il y aura le peps dans le bras arrière. Et là, ça va être très, 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 très chaud. Mais bon. Ouais. En tout cas, vivement, mais c'est assez dingue. Et moi, en tout cas, j'ai toujours cru à ça et je ne sais pas pourquoi. Avec Williamson, on avait eu quelques petits désaccords sur la question, parce que pour lui, c'était une stratégie de l'UFC. Pour moi, c'était vraiment l'UFC banqué sur Michael Chandler. Et là, ça se confirme une nouvelle fois. Je ne sais pas pourquoi, mais l'UFC croit vraiment en Michael Chandler. Ils veulent vraiment le pousser. Alors que si vous voulez, chaque fois que Michael Chandler gagne ou sort une performance impressionnante, bah, la cote du Bellator, en fait, serait hausse. C'est pour ça que je ne comprends pas trop. Parce que si Michael Chandler venait à prendre la ceinture de l'UFC, Michael Chandler qui est parti du Bellator sans être champion et en ayant perdu par KO contre le champion actuel du Bellator, le Bellator il pourrait dire bah, vous voyez un peu notre roster là. Non mais c'est fou en vrai. C'est vrai que c'est très étonnant quand même. C'est vrai que honnêtement, c'est moi-même, enfin moi-même, comme si j'étais le cerveau, tu vois. Je comprends pas non plus. Je comprends pas non plus, mais c'est intéressant. Alors les pistes de réflexion, j'imagine, c'est que au-delà, tu vois, si on fait ce qui est impossible théoriquement, si on met à l'écart le fait qu'il était au Bellator et qu'il n'était même pas champion et qu'il avait perdu par KO contre le champion actuel, Pitbull. Il est américain, il est beau gosse, il parle bien, il a un style qui est spectaculaire. Ça fait déjà 4 bonnes raisons en fait de le mettre en haut de l'affiche. Mais entre en haut de l'affiche et le plus en haut de l'affiche possible et qui est pour le titre directement, c'est vrai que c'est étonnant. Parce que honnêtement, dans un monde parallèle où l'UFC veut justement se prémunir de ça et à tout prix éviter que l'ancien champion du Bellator devienne champion à l'UFC, là, ils auraient très bien pu, et c'était très facile, le mettre pas forcément contre Dan Hooker déjà dans le premier combat, le faire battre 2-3 personnes d'abord, et ensuite dire dans ces cas-là, on va peut-être te considérer pour le titre. Ils auraient pu faire ça et ça aurait été entre guillemets, dans ces cas-là on aurait compris, tu vois, on se serait dit bah ouais mais c'est normal, c'est le champion du Bellator, forcément ils lui mettent des barbelés, et là non. Et c'est vrai que c'est très étonnant, c'est très étonnant. Et ce que Ross dit, il a complètement raison, parce qu'ils auraient très bien pu faire, et moi ça m'aurait pas étonné, tu vois, premier combat contre Darius, l'espèce de truc trop chiant, tu sais que tu galères. Ensuite ils le mettent contre Rafael Dos Anjos, donc là aussi tu vois le gars, 2 purges. S'il sort vainqueur de ces 2 combats-là, là, tu dis, bon, on va peut-être te considérer pour le titre, mais pas encore. Tu vois, ils auraient très bien pu dire, bah maintenant, on te fait affronter Justin Gaethje. Et personne n'aurait été étonné ou ne se serait dit, bah c'est scandaleux, le mec arrive du... Non, là, vous avez un mec, première fois que les gens le découvrent, il est remplaçant du combat pour le titre. Ensuite, contre Dan Hooker numéro 4, et là pour la ceinture, à 34 piges. Après avoir connu des guerres énormes contre Eddie Alvarez et d'autres, bien évidemment. Donc non, fou le parcours de Michael Chandler, Charles Oliveira aussi, mais en tout cas c'est intéressant. Nouvelle ère qui arrive chez les lightweight. Entre 2 gars, clairement, on n'aurait pas... Enfin, Simon, on avait dû me dire, tu vois, il y a 1 an, qui va s'affronter pour le titre lightweight de l'UFC. Alors jamais, et là vous aussi, hein. Vous aussi, parce que je vois toujours le petit malin qui va mettre en commentaire. Ah, moi, j'avais prévu. Ah, moi, je savais. Moi, je savais. Non, c'est complètement improbable, complètement dingue. Et comme quoi à l'UFC, il se passe toujours des choses absolument extraordinaires. En tout cas, moi, je suis curieux de voir la suite, par contre, pour Justin Gaethje, parce que là, mine de rien, ça avance pour tout le monde. Tony Ferguson a son combat contre Darius. Les gars s'affrontent. Dustin Poirier contre Conor McGregor, 3e combat. Là, Justin Gaethje, on se dit, soit il y a qui est pas ça, il y a peut-être ce fameux combat dont il y avait quelques rumeurs face à Nate Diaz, face à Nathan Diaz. Et là, pour le coup, tu vois, ça expliquerait peut-être pourquoi on n'entend pas du tout parler ces derniers temps et pourquoi il n'a pas été booké. Ou alors... Ce serait bien. Ce serait bien. Ou alors, peut-être, le combat contre Dan Hooker. Ça pourrait être aussi pas mal. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de voir Dan Hooker, tu vois, après avoir eu la guerre contre Dustin Poirier. Après le KO contre Michael Chandler, j'ai pas encore envie de le voir parce que contre Justin Gaethje, soit il y a une guerre et il s'en sort vainqueur, soit il se fait finir assez rapidement. Dans tous les cas, moi, j'ai envie que Dan Hooker, tu vois, il prenne une petite pause bien méritée, il soit avec sa famille et quand il revienne, tu vois, il lui offre il lui propose quelqu'un d'abordable pour lui, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, Dan Hooker, ça suffit. Il faut arrêter de le faire.
de le faire passer par l'enfer et aller-retour, tu vois. Mais c'est vrai que c'est cool en tout cas. C'est cool de voir qu'en lightweight, là, il y a eu un moment donné où c'était un peu bouchonné, et là, tout le monde a son combat. Enfin, ou en tout cas, si Gaethje et Nate Diaz s'affrontent, ce qui honnêtement serait un match-up intéressant, même si, bon, moi je mets quand même Gaethje, mais voilà, Conor McGregor versus Poirier, Chandler versus Oliveira, Ferguson contre Darius, peut-être Gaethje contre Nate Diaz. C'est bien là, tout le monde a son calendrier, quoi. Alright, mon little Rusty, on va se retrouver très très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out à my sweet protein. Oh là là. Big shout out à my sweet protein, moins 38% sur tout my protein avec le code la sueur, moins 10% sur tout Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, avec le code la sueur, 10% sur tout Venom. À bientôt.